Alors, si on veut parler des patients handicapés aux urgences et comment améliorer l'accueil des patients handicapés aux urgences, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer? Systématiquement, on a la problématique de l'accompagnement du handicap lui-même. On veut bien s'occuper de votre enfant, par contre on est absolument incapable de s'occuper de tout ce qui concerne son handicap. Donc là, l'accompagnement et la possibilité d'accompagnement de ce qui ne concerne pas directement le pathologique vient immédiatement empêcher le bon accès aux soins, puisqu'il y a même des refus, c'est-à-dire qu'on se fait sortir des services hospitaliers. C'est certain que aller à l'hôpital régulièrement, c'est vraiment le pire. Enfin, c'est tout laisser tomber d'un coup d'ailleurs, parce que souvent c'est urgent, donc il faut tout laisser tomber d'un coup, et sa famille, et ses enfants. Enfin, c'est se mettre dans une bulle pendant 3 jours, 4 jours, parfois une semaine, ça dépend de la gravité. Mais c'est vrai que c'est important Enfin, moi, à choisir, je préférais un traitement buccal, même s'il est il fait moins d'effet, ce qui est dommage. C'est ce qui m'est arrivé. Il faut peut-être aussi s'aider de ce qui existe déjà. Par exemple, dans notre hôpital, il y a un accueil qui est formalisé pour les sourds et malentendants, avec un médecin qui parle bien sûr la langue des signes, une infirmière qui est également malentendante, et on fait appel à cette équipe dès qu'on a des patients avec ce type de handicap. Ça permet une meilleure... En plus de l'interprète qui est obligatoire, mais on a ce côté d'une équipe médicale à l'hôpital qui va accompagner les patients. Je trouve que ça fonctionne bien. Et on peut s'imaginer que pour tout type de handicap, on pourrait avoir une personne référente qui soit formée et qui puisse se déplacer dans les services pour apporter son aide à la connaissance des besoins spécifiques de ce type de différence. Parce que c'est soit nous, soit le SAMU. On n'a pas entre les deux en fait. Et le SAMU, on ne veut pas le déranger. C'est ce qu'il y a de plus rapide aussi, hein. Parce que chercher un confrère au téléphone quand on n'a pas les lignes directes dans un hôpital, c'est même pas la peine. Avec les nouveaux standards numériques, alors c'est même pas la peine non plus. C'est une catastrophe. On passe des heures au téléphone et donc en fait tout le monde renonce. Et dès qu'il y a un problème et que les gens renoncent, de toute façon, les urgences, c'est ouvert 24 heures sur 24 et il y aura du monde, en général plutôt compétent, en fait, qui va être capable d'absorber, en fait, tout ce dont on n'aura pas réussi à résoudre, tous les problèmes qu'on n'aura pas réussi à résoudre. Moi, je demanderais que quand une personne handicapée arrive aux urgences, elle soit prioritaire, qu'elle ait tout de suite quelqu'un qui s'occupe d'elle, et que ce soit quelque chose d'évident. On a priorité pour passer à la caisse au supermarché, donc je trouve ça assez incroyable qu'il n'y ait pas priorité quand on arrive aux urgences. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Hein, et je veux dire, moi, je pense que passer 5 heures sur un brancard pour un jeune enfant comme Clément, enfin un jeune garçon, IMC, avec problème de comportement, c'est de la maltraitance. On a fait une crise de convulsion à Center Park. Alors donc on a appelé le SAMU et c'est Orléans qui répond, qui est à 40 km à peu près de Center Park.
Et donc, c'est les pompiers, dans un premier temps, qui sont arrivés, qui étaient complètement démunis parce qu'ils ne savaient pas prendre en charge du tout ce type de pathologie, de convulsion. Donc, il a fallu prendre en charge et les pompiers et l'enfant, parce qu'il a fallu expliquer aux pompiers ce qu'ils devaient faire, donc leur indiquer le réglage de l'oxygène pour pouvoir stabiliser la saturation. Comme la crise ne s'enrayait pas, il a fallu faire l'injection de Valium. Les pompiers nous ont dit on ne sait pas faire. Non, ils ne peuvent pas faire. Donc on s'en est occupé. Ils n'ont pas le droit de le faire. Et l'hélicoptère est arrivé pour l'évacuer. Ah ben oui, mais c'est comme pour les étrangers, comme quand on n'arrive pas à communiquer, on fait appel à une aide. Alors soit on a une famille qui est présente et qui va nous aider, soit on fait appel à des interprètes qu'on a dans le service et même dans l'hôpital. On a même plusieurs infirmières qui sont formées au langage des signes ici. Et vous savez quels sont les signes nettement en avance avec nous. Mais je vois bien, moi, toutes les problématiques que j'ai eues dans le service, toutes les réclamations que j'ai eues, c'est des histoires de ce style-là, quoi, en fait. C'est parce que ce sont des jeunes docteurs qui n'ont pas l'expérience, qui n'écoutent pas. D'abord, ils ont pas l'expérience pour écouter, et en plus de ça, de plus en plus quand même, ils sont tellement débordés par ce qui se passe que il y a des moments où on n'entend plus les familles. Voilà, et c'est ce qui fait que nous, on est dans une situation de souffrance qui devient de plus en plus insoutenable, en fait. C'est que même en ayant l'expérience, on se retrouve... Les urgences, ça devient un goulet d'étranglement qui fait que même nous, il y a des moments où on n'arrive pas à gérer. Et quand je vous dis qu'il y a des matins, on sort de garde en disant « Mon Dieu, heureusement, je n'ai pas eu de mort cette nuit », et bien là, ça devient de plus en plus fréquent. Il a été hospitalisé en urgence. Il souffrait horriblement de la tête. On me l'a mis dans un coin aux urgences. Personne ne s'est occupé de lui. Personne. J'ai eu beau demander. Je pense qu'on a dû se dire, bon, ben, c'est un handicapé, ça en fera peut-être un de moins. Parce que vraiment, personne. Il souffrait tellement de la tête que je suis moi-même allée voir une infirmière. J'ai dit, écoutez, est-ce que vous pouvez lui donner un comprimé quelconque, madame? On s'occupera de lui tout à l'heure. 1 heure après, je suis revenue demander à un autre. Ça a duré toute l'après-midi. Il n'a rien eu. Absolument rien. Bon, il a été mis, tout à fait en fin d'après-midi, dans un service qu'on appelle la polyclinique, au CHU. Alors là, l'horreur. On l'a mis dans une chambre, personne ne s'est occupé de lui. Ma fille a voulu parler de son handicap en prévenant les infirmières, en disant « Attendez, on a affaire. Madame, on verra, vous n'avez pas besoin de nous le dire, on ne veut rien savoir. On se rendra compte par nous-mêmes. » Oui, mais enfin, il faudrait peut-être savoir, quand même, s'il parle, s'il sait s'exprimer, s'il va vous répondre vrai. Écoutez, madame, vous sortez. Voilà. Quand je suis arrivée le lendemain matin, mon fils, qui souffrait toujours de la tête, ne pouvait plus du tout parler, ne pouvait plus avaler, avait un bras paralysé, une jambe paralysée. A-t-il fait un caillot de sang au cerveau? A-t-il fait un AVC? Je ne sais pas, personne ne s'est rendu compte de rien d'ailleurs. C'est moi qui ai été obligée d'appeler pour constater. Et on m'a dit, mais madame, s'il est dans cet état, c'est que vous l'avez fait rentrer comme ça. Voilà. Et on n'a pas pris en considération ce qui venait d'arriver à Christian. Quand il y a une personne comme ça qui arrive dans nos lits, il faut que, généralement, il n'est pas tout seul. Soit vous l'accompagnez, et dans ce cas-là, on pose toutes les questions devant le patient à la personne qui accompagne, pour savoir justement quelles sont ses habitudes. Moi, c'est comme ça que je ferai, en tout cas. Je demanderai les habitudes pour essayer de ne pas trop brusquer la personne. Maintenant, on n'est pas formé, parce que chaque personne est différente, donc on n'a pas une formation pour... je pense que c'est au cas par cas. Parce que là, véritablement, moi, je suis complètement démuni. Je croise les doigts. Je croise vraiment les doigts. Il ne s'est pas produit d'événements graves pour l'instant. Mais face à des situations somatiques qui demanderaient des investigations plus poussées, actuellement, je suis bloqué. C'est impossible. Personne ne me le prend. Quand j'appelle, on me dit... Il n'y a pas de place pour l'instant, rappelle-nous dans 1 semaine, 2 semaines, on verra. Et quand je rappelle, soit ça a été oublié, soit c'est, ben non, il n'y a toujours pas de place. Et puis en général, c'est plutôt, c'est lettre morte en disant, on fait le mort, et comme ça, si par hasard, voilà, et ben au bout du compte, ben oui, les choses, parfois, heureusement, ne se passent pas de manière dramatique, mais le jour où il y aura un problème véritablement sérieux, ça va être les urgences. Il faut que j'attende l'urgence
pour faire les choses. Et moi, je préférais prévenir plutôt que d'attendre l'urgence. C'est hyper douloureux. On est obligé de mettre des patchs antidouleurs. Donc c'est pas un geste. Pour eux, c'est un geste banal. C'est un bout de viande qu'on pique. Je suis un peu vulgaire, mais on est le bout de viande qu'on pique. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, ils rigolent. Bon, on refera demain. Pour répondre à votre question, précisément, nous avons pour habitude de dire en hospitalisation domicile qu'il y a 3 choses que nous savons faire. Nous savons articuler ensemble des professionnels de métiers différents. Des professionnels de la santé et des professionnels du médico-social. À l'intérieur d'un monde de la santé ô combien émétiété, et c'est un médecin qui vous le dit, bien souvent très médico-centré, de réussir à faire travailler ensemble des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, des professionnels de la rééducation, cette myriade de professionnels qui interviennent dans le monde de la santé et de les faire interagir, comme je vous l'évoquais, avec des professionnels du médico-social. La deuxième de nos caractéristiques, c'est que comme nous sommes au domicile, ou au substitut du domicile, mais nous sommes dans les lieux de vie habituels des populations, comme nous sommes dans des lieux qui ne sont pas naturellement médicalisés, et que la vocation de l'hospitalisation domicile, bien que son terme soit d'être hospitalisation, nous ne sommes pas 24 heures sur 24 au domicile du patient. Nous sommes dans la continuité des soins, nous sommes mobilisables 24 heures sur 24, mais nous ne pouvons pas être la porte à côté et intervenir dans la minute qui suit. Dans ce contexte, nous avons été obligés, et nous sommes obligés de développer une culture de l'anticipation. C'est-à-dire de, à chaque fois, se poser la question, que pouvons-nous faire pour que tel événement ne se produise pas? Si ce produit, comment pouvons-nous faire pour qu'il ait le moins de dommages possible? Comment pouvons-nous gérer l'étape suivante de la santé du patient? Si son état de santé empire, si son état de santé s'améliore, que ferons-nous? Et puis la troisième chose, c'est que nous, la coordination que nous appliquons, que nous développons, est une coordination qui se fait dans des situations de complexité. Et que la coordination que nous faisons, elle est sous 3 volets, une coordination médicale, une coordination soignante et logistique, et une coordination sociale. Et nous faisons les 3 ensemble. Et la caractéristique de la coordination en hospitalisation domicile, c'est qu'il n'y a pas un volet, il y a obligatoirement ces 3 volets qui sont indissociablement liés. Moi, je crois qu'il faut d'abord compter sur la créativité des personnes. Je veux dire que depuis 2 ans, à l'Agence Île-de-France, on a travaillé avec les urgentistes, les SAMU, pour voir ce qu'on pouvait améliorer dans les services des urgences. Au fond, les urgentistes nous ont dit « aidez-nous, on vous prendra au sérieux, vous ARS, quand les personnes âgées n'arriveront plus aux urgences le vendredi soir. On compte sur vous ». Message bien reçu. Ça veut dire qu'il faut que les urgences qui reçoivent tout, à tout moment, soient soulagées d'un certain nombre de sujets. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse améliorer l'aval des urgences. Aujourd'hui, trop d'urgentistes passent du temps au téléphone pour organiser les sorties, pour trouver un lit. Donc, il y a un gros travail à faire sur l'aval des urgences et on va travailler sur ces sujets-là. Si au fond, on arrive à traiter ce problème qui est vieux de plusieurs dizaines d'années, il y a un sujet qui va donc revenir, c'est comment le service des urgences peut répondre à tous ceux qui y viennent et qui répondent bien, qu'on soit handicapé, précaire, âgé. Et sur les personnes handicapées, bien sûr, de la formation, bien sûr de l'information, bien sûr un certain nombre de sujets qui permettent au SAMU de savoir comment aller à domicile, comment travailler avec le domicile, et comment en fait les personnels peuvent à tout moment répondre aux besoins des familles. Donc confiance dans les équipes. D'abord confiance dans les équipes parce que c'est eux qui vont trouver les solutions, si et seulement si l'ARS peut donner des signes pour aider.